Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chesville à l'antenne. Je suis comme toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Hier matin, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un paquet. Il contenait un livre en anglais intitulé Boy Soldier, que je traduirai par Garçon soldat. Les auteurs sont Norman Okello et Theo Hollander. Ce livre, figurez-vous que je l'attendais depuis 2010. Je m'explique. En 2007, j'avais donné une petite conférence dans une université des Pays-Bas sur le thème des enfants soldats, un sujet que je connais bien pour avoir, pendant plusieurs années, travaillé à la démobilisation et à la réinsertion d'enfants soldats africains. Ce fut d'ailleurs le sujet de mon premier livre, Kadogo, Enfants des guerres d'Afrique centrale, publié chez l'Harmattan en 2003. Parmi les étudiants qui écoutèrent mes propos, il y en eut un qui resta discuter un long moment avec moi après la conférence. Je devais découvrir qu'il s'appelait Theo Hollander, ce qui n'est pas très original pour un Hollandais, puisque en néerlandais, Hollander signifie Hollandais. Theo semblait très intéressé par la question des enfants soldats et il me posa de nombreuses questions. Quelques années plus tard, en 2010, alors que je travaillais au Tchad, j'eus la surprise de recevoir un courriel de Theo Hollander, qui ne m'avait pas oublié. Il m'annonçait qu'il se trouvait dans le nord de l'Ouganda pour un travail de recherche dans le cadre de ses études sur le thème des enfants soldats. Il me demandait aussi si j'accepterais de lire le manuscrit d'un livre qu'il avait écrit au sujet de la vie d'un ancien enfant soldat de la terrible rébellion nord-ougandaise, la tristement célèbre Lord's Resistance Army, Armée de résistance du Seigneur, LRA. Dans ce livre, il utilisait le nom de Norman, pour ce garçon, dont nous ne pouvons pas, bien sûr, révéler la véritable identité pour des raisons de sécurité. Or, j'avais connu ce garçon en 1997, alors que je travaillais dans le nord de l'Ouganda. Il venait d'être capturé avec d'autres par l'armée ougandaise. Je devais ensuite contribuer à sa libération, à sa réinsertion, ainsi qu'à son éducation. Le courriel de Theo me permit d'avoir des nouvelles de Norman. Il était marié et père de famille, et il avait un emploi. Connaissant le lourd passé de Norman, ces nouvelles me réjouirent. Je me mis aussitôt à lire le manuscrit du livre de Theo, qui me parut excellent. Il prit en compte les quelques observations que je lui fis, ainsi que les précisions que je lui donnais. Il m'informa, un peu plus tard, que son livre serait publié grâce à un système, vous savez, chers amis auditeurs, que je déteste les anglicismes, mais je vais quand même le dire, grâce à un système de crowdfunding, que l'on pourrait traduire par financement communautaire.
J'en ignorais tout à l'époque. Depuis, c'est devenu assez répandu, pas seulement pour les livres d'ailleurs. Un jour, je fus contacté par Unbound.com, l'organisation de crowdfunding, et je contribuais d'ailleurs moi-même avec une petite somme pour ce louable projet de publication. Longtemps, je restais sans nouvelles du futur livre. Je finis même par oublier cette histoire. Cependant, fin 2020, Unbound.com m'informa que le livre était prêt et qu'il allait enfin être imprimé. Ce n'est qu'en ce début d'année 2021 que le livre finit par être publié. Et c'est ainsi que j'eus l'heureuse surprise de le trouver dans ma boîte aux lettres hier matin. Je suis très heureux de l'avoir reçu et je tiens à féliciter ici Norman et Théo pour la qualité du travail qu'ils ont accompli ensemble et surtout pour leur grande patience. Attendre 11 ans avant de voir son travail publié, c'est un exploit dont je ne serais pas capable, je crois. Ce livre sort à point nommé, alors qu'un autre ex-enfant soldat, Dominique Ongwen, vient d'être reconnu coupable d'une multitude de crimes par la Cour pénale internationale de La Haye. Il était devenu l'un des principaux commandants de la LRA. Il me reste à espérer que ce livre, Boy Soldier, sera traduit et publié en langue française, car je suis certain qu'il intéressera le public francophone, en particulier celui d'Afrique, mais pas seulement. Le procès de Dominique Ongwen à la CPI a permis au problème des enfants soldats d'être à nouveau mentionné par nos grands médias, alors que le problème semblait quelque peu oublié. En effet, passé est le temps où le film Blood Diamond, les diamants du sang, drainait des foules dans les salles de cinéma du monde entier. Ce film de 2006 avait pour fond la guerre civile en Sierra Leone. Il avait permis au grand public de prendre conscience du problème des enfants soldats. En comparaison, mon propre livre, Kadogo, enfant des guerres d'Afrique centrale, paru 3 ans plus tôt, n'avait eu que très peu d'impact, puisqu'il ne s'en était vendu qu'un petit millier d'exemplaires au total. Il est vrai que je n'ai ni la notoriété, ni le physique de Leonardo DiCaprio, la grande star hollywoodienne qui interprétait le rôle principal de ce film. Dominique Ongwen, cet ancien enfant soldat jugé à La Haye, avait été capturé à l'âge de 10 ans par la LRA. Comme Norman, comme des milliers d'autres enfants captifs, il avait été soumis à un entraînement intensif dans la brousse pour devenir un combattant aguerri. Très vite, il avait été contraint de participer à des attaques contre des villages de son propre peuple, les Acholi, la principale ethnie du nord de l'Ouganda, une ethnie nilotique, je précise. Comme Norman, il fut obligé de tuer des soldats de l'armée ougandaise durant les combats ou après les combats, mais aussi et surtout des civils innocents. Parfois, ces enfants traumatisés devaient tuer par balle ou à l'arme blanche des membres de leur propre famille. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre de 2003 le rituel de l'initiation sanglante. Au fil des ans, Dominique Ongwen monta en grade au sein de l'armée de résistance du Seigneur et il finit par en devenir l'un des principaux commandants. La CPI l'a poursuivi pour 70 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par la LRA dans le nord de l'Ouganda entre 2002 et 2005. À l'issue d'un procès qui dura 5 années, celui qui était l'un des principaux chefs de la LRA a été reconnu responsable pénalement de nombreuses exactions commises dans le nord de l'Ouganda. Ses avocats avaient essayé de dépeindre cet ancien enfant soldat comme victime lui-même de la LRA, mais la Cour n'a pas suivi ce raisonnement puisqu'elle a déclaré Dominique Ongwen coupable
de 61 des 70 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité portés contre lui. Tous les crimes pour lesquels il a été reconnu coupable ont été commis alors qu'il était le chef de la brigade Signa. Une centaine d'hommes dont il avait pris la tête, après avoir été remarqué par Joseph Kony, le fondateur et leader de la LRA, pour son zèle au combat. Ongwen est coupable d'avoir commandé plusieurs attaques, d'avoir réuni ses soldats, parfois très jeunes, et de leur avoir donné des ordres qui incluaient d'attaquer les civils, de les tuer par balle ou par le feu, de piller, d'enlever des habitants, le plus souvent de jeunes enfants, attachés ensemble et pieds nus, forcés de transporter le lourd butin des pillages dont Dominique Ongwen se réservait une partie. Le juge Bertram Schmitt a détaillé pendant près de 2 heures les actes commis par les hommes de Dominique Ongwen et par l'accusé lui-même. Il a déclaré que, je cite, « sa culpabilité a été établie au-delà de tout doute raisonnable ». Dominique Ongwen, selon lui, n'a pas agi sous la contrainte. Il n'existe aucune preuve de maladie mentale ayant aboli son discernement. Il était apprécié par ses hommes. Il aurait pu quitter la LRA et Joseph Kony, comme d'autres commandants l'avaient fait, mais il ne l'avait pas fait. Il ne peut donc bénéficier d'aucune exonération de responsabilité, selon la Cour. Après avoir souffert et avoir été une victime par le passé n'est pas une excuse pour commettre des crimes à nouveau, avait mis en avant la procureure Fatou Bensouda durant la procédure. Plus de 130 experts et témoins ont participé à ce procès. Quelques 4000 victimes étaient représentées. Dominique Ongwen ne s'est pas exprimé au terme de ce verdict, mais son visage marquait une certaine fatigue. Désormais, les avocats de Dominique Ongwen ont 30 jours pour contester le verdict. Il faudra en revanche attendre pour connaître la peine fixée. Dominique Ongwen risque 30 ans de prison et on verra à ce moment-là si son passé d'enfant soldat, enlevé à l'âge de 9 ou 10 ans sur la route de l'école et entraîné à devenir un bourreau, une machine à tuer, tiendra lieu de circonstances atténuantes. Cette double actualité, le procès de Dominique Ongwen et le livre que je viens de recevoir, m'a replongé dans le passé, un quart de siècle en arrière, à l'époque où je vivais en Ouganda, particulièrement dans le nord du pays. L'époque de cette guerre absurde menée par Joseph Kony et sa LRA, dont les principales victimes étaient la population locale, en particulier les Acholi, alors que Kony lui-même est un Acholi. Certes, les nordistes avaient de nombreuses raisons pour détester le régime du président Museveni, qui avait mené une sanglante guerre de guérilla de 1981 à 1986 contre un président nordiste, Milton Obote, lui-même un Langi, une autre tribu nilotique du nord de l'Ouganda, puis contre un régime militaire dirigé par le général Tito Okello, un Acholi. Depuis la victoire de Museveni, beaucoup d'Acholi et de Langi ont eu l'impression d'être devenus des citoyens de seconde classe, alors que le pouvoir et les avantages qui en découlent étaient monopolisés par les sudistes. Mais le soulèvement lancé par Joseph Kony a contribué à marginaliser encore davantage le nord du pays et à empêcher toute tentative de développement. Pendant des années, la majorité de la population s'est retrouvée contrainte par l'armée de vivre dans de grands camps de personnes déplacées, tous situés à proximité immédiate des camps militaires. Les terres agricoles étaient laissées à l'abandon et le Programme alimentaire mondial, le PAM, pour lequel j'ai travaillé jusqu'en 1998, lança un vaste programme d'urgence que je dirigeais
afin de nourrir la population des camps. Sur les routes, les embuscades étaient fréquentes et nous devions souvent avoir recours à des escortes militaires pour acheminer la nourriture. Je me souviens de certaines occasions où j'ai même dû porter un casque et un lourd gilet pare-balles pour me rendre dans certains camps de personnes déplacées. C'est lors de l'une de ces visites que je fis la connaissance de Norman, ce garçon dont je viens de recevoir le livre contenant l'histoire tragique. Il venait d'être capturé par l'armée avec d'autres jeunes. Je négociais avec l'officier en charge du détachement afin de pouvoir les amener dans un autre camp militaire plus sûr, dans une ville importante. C'est à cette occasion que je commençais à m'intéresser au problème des captifs de la LRA. 1 an plus tôt, un événement avait défrayé l'actualité ougandaise. Le 9 octobre 1996, une école secondaire tenue par les sœurs comboniennes à Aboké, près de Lira, avait été attaquée par la LRA. Une centaine de filles internes avaient été enlevées. Je devais par la suite apprendre que Norman avait fait partie du groupe de la LRA qui avait attaqué l'école. La directrice, sœur Raquel, dont je fis ensuite la connaissance, consacra des années de sa vie pour obtenir la libération de ses filles, allant jusqu'au Sud-Soudan pour négocier avec les chefs de la LRA dans leurs bases arrières, au péril de sa vie. Ce n'est qu'en 2009 qu'elle parvint à faire libérer les dernières filles. Certaines ont malheureusement perdu la vie en captivité, soit de maladie, soit tuées par les rebelles de la LRA. Depuis, cette Italienne, la sœur Raquel, est devenue supérieure générale des sœurs missionnaires comboniennes à Rome et en 2011, elle a reçu le prix Pakis pour sa bravoure extraordinaire. En 1999, je fis la connaissance à Kampala, la capitale de l'Ouganda, d'une journaliste belge de passage, Els de Temmerman. Elle était intéressée par la question des filles d'Aboké et des enfants soldats. Elle visita Aboké et l'école, rencontra la sœur Raquel et de mon côté, je lui présentai Norman. Sur la base des informations recueillies, elle publia un livre, d'abord en néerlandais, des Messias van Aboké, les filles d'Aboké, qui fut ensuite traduit en anglais et en plusieurs autres langues. Ce livre racontait l'affaire des filles d'Aboké et l'histoire de Norman. Mais je devais vite découvrir le parti pris d'Els de Temmerman en faveur du régime du président Museveni, et son livre, auquel j'avais pourtant collaboré, manquait beaucoup d'objectivité. Il donnait le beau rôle à l'armée ougandaise, qui était pourtant loin d'être exempte de reproches. J'ai donc accueilli avec joie l'initiative de Theo Hollander, qui, avec son livre Boy Soldier, a rétabli la vérité sur cette terrible période. Tout cela m'a aussi remémoré la période durant laquelle, entre 1998 et 2000, j'avais dirigé un centre orthopédique à Gulu, la principale ville du nord de l'Ouganda, pour le compte de l'ONG italienne AFSI. Cette expérience me permit de découvrir une autre sinistre réalité de la guerre menée par la LRA. Ces guérilleros faisaient un grand usage de mines antipersonnelles qu'ils plaçaient principalement à proximité des villages ou des camps de déplacés, dans les champs ou autour des écoles et des points d'eau, faisant de nombreuses victimes parmi les paysans. Ce sont ces victimes qui, après de longs séjours à l'hôpital, nous étaient envoyées au centre orthopédique. Nous produisions des prothèses et nous rééduquions les amputés après leur avoir donné ces prothèses. Certains avaient perdu les 2 jambes. Les cas qui me frappèrent le plus étaient ceux des enfants. La plupart, du fait de leur petite taille et de leur faible corpulence, ne survivaient pas à l'explosion des mines sur lesquelles ils avaient posé le pied sans le savoir. Mais ceux qui survivaient sortaient de l'hôpital encore plus handicapés que les adultes. Je me souviens de George, un garçon de 13 ans, qui avait perdu les 2 jambes et le bras droit. Nous l'équipâmes malgré tout
de jambes artificielles, qui ne lui furent jamais d'un grand secours, faute de bras droits pour pouvoir utiliser des béquilles. Je suis encore en rapport avec George, qui est maintenant un adulte, qui a fait de brillantes études à l'université et qui se déplace avec un fauteuil roulant électrique que lui ont offert des bienfaiteurs italiens. C'est cette expérience unique dans le nord de l'Ouganda qui m'amena à vouloir témoigner, puis à écrire un livre qui fut publié en 2003. Aujourd'hui, Joseph Kony est toujours en liberté. Finalement vaincu par l'armée ougandaise, il a déplacé ses activités de terreur au Soudan du Sud, puis dans le nord-est de la République démocratique du Congo, et enfin en Centrafrique, où il continue à opérer de nos jours, toujours en utilisant les mêmes stratégies de pillage, de tuerie et d'enlèvement d'enfants. À La Haye, on a jugé et on va condamner, je dirais, quelqu'un qui était une victime, qui est devenu un bourreau et qui n'était finalement qu'un comparse. Car le véritable coupable, Joseph Kony, nous l'avons vu, est toujours en liberté et il continue à assassiner et à kidnapper. Voilà, chers amis auditeurs, les souvenirs que je voulais partager avec vous à l'occasion de la sortie de ce livre Boy Soldier, que j'avais déjà lu en tant que manuscrit, mais que maintenant je vais relire en tant que livre, et dont je recommande bien sûr la lecture pour ceux qui connaissent la langue anglaise. Pour finir, et avant de vous quitter, nous allons écouter de la musique traditionnelle Acholi, que j'ai tellement souvent entendue lorsque j'étais invité à des cérémonies traditionnelles de danse. Voilà le rythme des tambours Acholi. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?